Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de notre histoire. Et comme je le disais dans l'épisode 1, mon voyage, les États-Unis m'avaient déjà souhaité la bienvenue, mais d'une certaine manière, avec quelques événements. Et j'ai vu dans les commentaires beaucoup d'abonnés qui ont ri, mais c'est ça, c'était mon expérience et je suis obligé de la partager parce que je veux que beaucoup de personnes en tirent des leçons, que beaucoup de personnes ne passent pas par la même situation. Alors, une fois aux États-Unis, je vous avais dit que lorsque j'étais arrivé, un de mes sacs était resté, était perdu. Alors, nous on est rentré à la maison. Et lorsque je rentre à la maison, l'oncle appelle l'agence qui s'occupait des voyages, l'agence JetBlue. Il leur dit, si je ne retrouve pas si vous ne retrouvez pas le sac de mon neveu, je vous porte plainte. Et dans cette valise, il y avait euh, mes diplômes. Il y avait de la nourriture, il y avait certains de mes habits, il y avait mes diplômes à l'intérieur. Et je me rappelle que j'avais même l'argent de mon pays à l'intérieur, un billet de 10 000 comme ça. Alors, j'étais content. Après, lorsque j'entendis mon oncle dire à l'agence que si vous ne retrouvez pas le sac de mon neveu, je vous porte plainte. Et il disait non, s'ils ne retrouvent pas ton sac, ils vont devoir rembourser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je dis, mais j'ai mes diplômes. Il me dit, non, mais on va compter tout cela. Après, j'ai commencé à me dire dans le cœur, oh là là, ils n'ont qu'à perdre mon sac. Comme ça, je passe un bon petit temps ici et ils vont s'arranger à me payer un billet retour pour que j'aille reprendre mes diplômes. Les amis, j'ai oublié de vous dire dans l'épisode numéro 1 que lorsqu'on avait fouillé mon sac, ils étaient tombés sur mes diplômes. Et à partir de là, je vous assure, j'aurais pu rater mon entrée aux États-Unis. Parce que j'avais un visa touriste. Mais comment se fait-il que tu as un visa touriste et tu te retrouves avec tes diplômes dans le sac? Quelles sont tes intentions réelles? Et heureusement que le gars, lorsqu'il avait vu les diplômes, il n'a pas mis du temps dessus, peut-être parce qu'il y avait plus de problèmes sur la nourriture. Et Dieu a fait ces choses. Donc, c'était ça aussi l'inconvénient. Lorsque vous venez en tant que touriste, si on découvre que vous avez des diplômes sur vous, on va savoir que vous avez déjà des intentions de rester aux États-Unis et on peut vous refuser l'accès aux États-Unis. Mais grâce à Dieu, les choses s'étaient passées très très bien. Donc, lorsqu'on parle, on avait commencé à parler du sac, j'ai donné la description, on avait attendu une semaine. Ce n'était qu'après une semaine que le sac était arrivé. Et le sac, lorsqu'il était arrivé, il avait déjà la moitié des produits vivriers qui étaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce que certains produits avaient déjà pourri, donc ils les avaient jetés. Ils avaient fouillé le sac de fond en comble. Ils étaient tombés sur un billet de 10 000. Ils avaient enlevé le billet de 10 000. Peut-être parce qu'ils pensaient certainement que je venais faire de la contrefaçon, mais ce n'était pas le cas. Et donc, ils avaient gardé les articles un peu secs, les produits un peu secs qu'ils avaient remis dans la valise. Lorsque la valise est arrivée, j'étais content d'avoir retrouvé la valise et heureusement qu'il y avait aussi mes diplômes à l'intérieur. Donc, pas de plainte. Mais, je vous assure, les habits étaient irrécupérables. Toutes mes vestes, je les avais mises, j'avais lavé mes vestes, j'avais lavé tous les habits qui étaient accompagnés de vestes, à tout ce qu'il pouvait y avoir comme eau de javel. Je suis allé déposer les vestes au pressing, mais lorsque les vestes étaient ressorties, les vestes avaient la même odeur. Du poisson fumé, du maquereau fumé. Cette odeur-là n'était jamais quittée. Le reste des habits, j'avais mis dans la machine, j'ai lavé.
je lave, je trempe même les habits dans l'eau de Javel pendant 2 jours. Quand je reviens, je nettoie, l'odeur est toujours là. Je n'avais jamais senti une odeur aussi forte. J'étais obligé de jeter tous mes habits. Tous mes habits, imaginez. Et les seuls habits qui n'étaient pas contaminés, c'était les habits que je portais le jour où je voyageais. Donc, avec tous les articles que j'avais achetés dans mon pays, je m'étais retrouvé sans habits. Donc, c'est juste pour vous dire de faire très attention à la manière dont vous faites votre sac, aux différents colis que vous mettez dans votre sac. Sachez très bien que vous allez loin. Donc, il y a des colis, lorsque vous mélangez les habits avec de la nourriture. Lorsque vous faites votre sac, vous le faites très bien. Les habits ne sont pas à côté de la nourriture, mais avec des secousses, lorsque vous allez ouvrir votre valise ici, vous allez voir qu'il y a eu un chamboulement. Donc c'était ça. J'étais là sans habits. Heureusement que j'avais laissé ma carte bancaire à mon frère au pays et je lui avais dit non, il me faut de l'argent pour refaire, pour m'acheter encore des habits parce que j'avais du mal à imaginer. Vous arrivez à peine aux États-Unis, vous êtes censé visiter le pays, l'un des plus beaux pays au monde, mais vous n'avez pas d'habits. J'étais là. Il fallait que la tante et l'oncle commencent à prendre un peu d'argent pour m'acheter quelques habits. Mais je vous assure, c'était la honte. Je n'ai jamais vu une odeur aussi forte sur les habits. Partout où je pouvais passer, si je porte ne serait-ce qu'un habit, si je passe quelque part, les gens vont se retourner pour dire, mais ça c'est quelle odeur encore? Malgré le fait que j'avais lavé les habits à l'eau de Javel. Et aujourd'hui, bien avant, à chaque fois que je voyage, lorsque je quitte mon pays, je fais mon sac. J'ouvre tous les colis qu'on me remet parce que je dois me rassurer qu'il n'y a pas déjà un colis qui va me salir ou un colis interdit ou encore un produit illégal qui va venir me causer des problèmes à l'aéroport. C'était ça. Faire très très attention à ses bagages. Alors, j'avais oublié l'épisode des habits. Lorsque mon frère m'avait envoyé de l'argent, je m'étais refait la garde-robe. Il fallait maintenant que ma présence aux États-Unis soit effective, que je commence à découvrir ce que c'est que les États-Unis. Je vous assure, j'avais déjà perdu pratiquement 2 semaines à cause du fait que mon sac, ma valise n'était pas arrivée à temps et je n'avais plus assez d'habits. Donc, il fallait que le peu d'argent que j'avais reçu, que je refasse les choses. Mais c'est après ça que j'avais maintenant commencé à mettre les pieds sur terre. Mais en mettant les pieds sur terre, ce qui va me choquer pour la deuxième fois, c'est la petite réunion que j'avais eue avec mon oncle. Quand j'arrivais, il m'a dit, bon, on va se retrouver le soir en réunion parce qu'il faudrait maintenant qu'on t'explique les tenants et les aboutissants des États-Unis. Ce qu'il ne faut pas faire ici et ce qu'il faut faire. Ce que tu as le droit de faire ici et ce que tu n'as pas le droit de faire ici. Ce que tu as la possibilité de faire ici et ce que tu n'as pas la possibilité de faire ici. Et je vous assure, je vous le rappelle, lorsque je quittais le Gabon, je n'avais aucune idée exacte de ce qui m'attendait aux États-Unis. Pour moi, comme je vous l'ai dit, j'avais des étoiles dans les yeux. Pour moi, l'objectif premier était d'arriver aux États-Unis, peu importe dans quelles conditions, peu importe là où je devais aller dormir, peu importe ce qui devait se passer après, il fallait forcément que j'arrive aux États-Unis. Donc, je ne m'inquiétais de rien. Je ne posais même pas la question de savoir ce que je devais venir faire ou bien si le visa que j'avais pris pouvait me permettre de faire certaines choses ici aux États-Unis. J'étais venu avec un visa visiteur. Donc, à la petite réunion, l'oncle réunit tous ses enfants, sa femme et moi pour m'expliquer, pour me montrer comment on compte l'argent ici et pour m'expliquer les limites de mon visa.
chose avec laquelle je ne venais pas. Alors, il me dit ceci. Voilà, tu es arrivé avec un visa visiteur, mais malheureusement avec le visa visiteur, tu ne peux pas louer un appartement en ton nom, tu ne peux même pas t'acheter une voiture, tu ne peux pas passer un permis de conduire ici en Floride avec le visa visiteur. Tu ne peux pas aller à l'école. Alors que dans ma tête, moi je venais directement pour l'école. Mais imaginez quelqu'un qui a bataillé fort. Vous veniez avec des objectifs. On vous fait asseoir et on vous fait comprendre que le visa que vous avez pris, c'est un visa qui ne peut pas vous permettre d'aller à l'école. J'étais là, un peu paralysé, surpris parce que j'étais ignorant. C'est là où il me dit non, et bon, je vais te proposer une autre alternative. Je dis, mais laquelle? Il dit, bon, comme tu n'as pas encore passé 6 mois, tu vas finir de passer ton séjour, comme ça tu retournes au Gabon. Là, tu pars demander un visa étudiant. Imaginez, vous avez tout fait pour arriver aux États-Unis, mais votre oncle vous dit, bon, étant donné que tu es venu avec un visa très limité, tu vas repartir et aller demander un autre visa. De toute façon, tu as déjà un visa, donc ça ne va pas causer de problème. Dès qu'il a fini de parler, je lui ai dit, je dis, ici aux États-Unis, c'est comme le genre de nasse qu'on met souvent à la rivière pour attraper les poissons. Lorsque le poisson rentre, le poisson peut rentrer comme ça, mais difficile que le poisson remonte. J'ai dit, je suis ce genre de poisson-là. Je suis déjà ici. Je ne peux plus prendre le risque de repartir dans mon pays en pensant revenir pour aller demander un visa étudiant. Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Je lui ai dit, petit papa, je suis déjà ici et j'affronte la réalité. Je n'ai pas le choix que de rester. Je ne peux plus retourner. Je ne peux plus prendre le risque. J'avais déjà tout vendu au pays. J'avais vendu mes meubles et autres, même la télé, tout ce que j'avais en ma possession, je l'avais vendu en me disant, je viens aux États-Unis. Mais quelqu'un me dit qu'il faut que tu repartes pour aller demander un autre visa. Je dis non. Tu aurais pu me dire ça depuis le Gabon, de demander un visa étudiant au lieu de demander un visa visiteur. Mais comme le visa visiteur était plus à ma portée par rapport à mon travail, on pouvait facilement me donner le visa visiteur quand on ne pouvait me donner le visa étudiant. Après, je lui ai dit, papa, je suis déjà là, j'assume et je ne peux plus retourner. Il a dit, ok, on va rester comme ça. Et là, j'avais fait combien? J'avais commencé à faire 1 mois. Je ne travaillais pas. C'est là où il me dit non, bon, au lieu, pour que tu ne t'ennuies pas, il y a une école ici à côté, une école de langue. On paye 60 $. Tu peux aller faire là-bas 3 mois, 60 $ le semestre. Tu peux aller te balader là-bas. On apprend l'anglais aux étrangers. Je sais que toi, tu n'as plus l'anglais à apprendre, mais au moins ça va te distraire. Parce que si tu restes à la maison ici alors que tu n'as pas encore de boulot, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Après, je me suis dit, bon, peut-être que dans une école aussi, je peux tomber sur une bonne choupoutchou, c'est-à-dire une bonne petite avec qui je peux m'entendre et puis on pourra se marier, avec qui je vais me marier. Au finish, peut-être que cela pourrait aboutir à un résultat positif. Donc, j'ai commencé à aller dans cette école comme ça. C'est juste une école de langue. Les choses que moi-même j'enseignais à mes élèves. Donc, c'était des enseignantes qui enseignaient les mêmes cours aux adultes, mais qui parlent espagnol, qui parlent chinois. Donc, on était tous réunis avec ceux qui parlent chinois, ceux qui parlent japonais, ceux qui parlent arabe. Tout le monde était là. Donc, pendant que les autres apprenaient sérieusement, moi, j'apprenais juste, c'était juste pour me distraire. Donc, j'allais chaque matin, je revenais, on commençait à 8 h et on sortait vers les 13 h. Et ça m'avait aussi fait du bien, je m'étais changé d'idée et je discutais, j'avais des amis que j'avais rencontrés là-bas. Et c'est là
que j'avais aussi rencontré la Brésilienne avec qui j'avais entamé une petite relation, mais qui n'avait pas abouti parce que la Brésilienne était comme moi, elle était entrée avec le même visa, le visa visiteur. Donc, on était obligé d'extomper la relation, de dire, bon, chacun va prendre son chemin parce qu'on ne peut pas s'entraider, on ne peut pas s'aider comme ça. On a les mêmes soucis. Nous sommes tous aveugles, malheureusement. Donc, j'ai commencé à aller comme ça chaque matin, je revenais, j'allais à pied parce que l'école n'était pas loin de l'appartement. Donc, j'allais à pied, je revenais. Et j'avais remarqué que je m'ennuyais parce que pour apprendre énormément c'était difficile que j'apprenne. C'était en quelque sorte des petites révisions sur des cours que moi-même j'enseignais dans les classes de 3e. Mais j'avais laissé. Parce que, imaginez, vous êtes prof d'anglais et on vient vous enseigner les verbes irréguliers que vous-même vous enseignez à vos élèves. Donc, mais au moins, c'était un bon moment que je passais auprès des autres. Maintenant, dans ma tête, l'oncle me dit, là, il faudrait que tu ouvres tes yeux. Étant donné que tu es venu avec un visa visiteur, la seule manière pour toi ici, c'est de tomber sur une femme qui t'aime et une femme que tu vas aimer. Si elle a les papiers, cela va te conduire à l'obtention de la carte verte. Je m'étais dit, ok, tant mieux. Donc il me dit, garde les yeux ouverts. C'est comme si tu étais à la chasse. Donc il faut maintenant que tu cherches quelqu'un. Imaginez, j'étais déjà à 3 mois, sans travail, sans rien. Et j'étais là. Et je commençais à me sentir mal dans ma peau parce que je ne gagnais pas d'argent. Et à chaque fois que mon oncle se levait avec ma tante, il fallait que je me lève aussi. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'il soit au salon pendant que moi je dors. Pour moi, imaginez que c'était même mon oncle et ma tante. Imaginez que c'était quelqu'un d'autre. Donc je faisais tout pour me réveiller. Lorsque je vois que la maison est sale, je nettoie pendant qu'ils sont l'oncle au boulot, la tante est au boulot, les enfants sont à l'école. J'essaye de nettoyer, j'essaye même de préparer. Parce qu'il fallait que je me rende utile. Il fallait que je les empêche de regretter de m'avoir fait venir. Donc je ne pouvais pas être ce poids lourd-là qu'ils devaient traîner. Je n'avais pas envie d'être un fardeau pour eux. Il fallait que je fasse quelque chose. Si je ne peux pas apporter de l'argent sur la table, au moins en nettoyant, en préparant, au moins lorsqu'ils rentrent du boulot, ils n'auront plus à faire cela. Ils vont directement manger et ils vont se dire au moins il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Donc ne restez jamais chez quelqu'un sans faire quelque chose, sans essayer de bouger les lignes, sans essayer de faire en sorte que les gens ne regrettent pas de vous avoir fait venir. Donc j'ai commencé à me battre comme ça. Et à partir de 4 mois, c'est là où je trouve du travail. Et il y avait aussi ici un frère gabonais qui avait déjà vu une petite dans le coin. Et lorsque je suis arrivé, il m'a dit non, j'ai vu une petite, je veux te la présenter. Et la petite avait 2 ans, était plus âgée de moi de 2 ans. Des choses que je ne pouvais pas faire dans mon pays. C'est-à-dire, je ne pouvais pas me permettre de faire une relation sérieuse avec une fille plus âgée que moi. Mais aux États-Unis, rien n'est impossible. Toutes les situations qu'on va vous présenter, lorsque vous êtes dans un état d'incapacité, dans un état d'handicap, dans un état où vous n'avez pas toutes vos facultés, vous êtes obligé d'accepter ce qui est là. Vous n'avez plus le choix. Donc, j'ai commencé à côtoyer la fille, on a commencé à s'entendre. Elle avait un enfant. Donc, lorsque je sors du boulot à 6 heures, je rentre à la maison à 6 heures, la fille m'envoie le message,
est-ce qu'on peut au moins, tu peux venir me retrouver? Je dis non. Je suis cassé, je sors du boulot. Et vous-même, vous savez ce que c'est que de travailler en cuisine. Donc, j'ai commencé à côtoyer cette fille-là. Au début, les choses allaient bien. Mais j'avais commencé à remarquer un petit tic avec cette fille. On était déjà amoureux. Et moi, je commençais déjà à me dire, ah, mon destin est en train de se dessiner tranquillement. Et je suis tombé sur une bonne petite, une bonne américaine, métisse, qui ne me crée pas de problème. Mais je me trompais, j'avais conclu trop vite. J'avais commencé à remarquer qu'à chaque fois que je me baladais avec cette femme-là, c'est-à-dire on se balade, lorsqu'on décide d'aller manger dans, par exemple, à Burger King, c'est un fast-food aussi. Lorsqu'on rentre là-bas, elle va dans les toilettes. Je vais aller uriner, elle va dans les toilettes. Et lorsqu'elle revient des toilettes, ses yeux sont un peu rouges. Je commence à remarquer cela. On va à la station à essence. Elle va aux toilettes. Et quand elle revient, ses yeux sont rouges. Peu importe l'endroit qu'on rentrait, il fallait forcément qu'elle aille aux toilettes. Et lorsqu'elle sortait de là-bas, elle était sensible, elle était bizarre. Donc, j'avais commencé à remarquer qu'elle allait prendre quelque chose dans les toilettes. Mais je n'avais aucune preuve. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle commençait déjà à divaguer, à dire des choses un peu incohérentes, et elle pleurait à tout bout de champ. Dès que son fils se comporte d'une certaine manière, elle pleure. J'avais commencé à me dire, cette fille-là doit prendre du lourd dans les toilettes. Et c'était le cas. Elle prenait du lourd dans les toilettes. Alors, j'étais obligé, avec cette pression-là, vous savez, lorsque vous êtes sans papier, vous ne voulez pas vous mettre avec quelqu'un qui plus tard pourrait vous entraîner des problèmes. Donc, ça avait commencé à entraîner des petits problèmes entre elle et moi, parce que je lui disais, qu'est-ce que tu pars prendre, tu pars t'injecter dans les toilettes? Tu as quel problème? Tu n'es pas la même. À chaque fois que tu reviens des toilettes, tu n'es plus la même. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça a commencé à créer des petites tensions. Et jusqu'à ce qu'elle a commencé à crier quand on se balade dans la rue. Elle crie. Elle crie pendant que j'essaie de discuter avec elle à voix basse. Elle écrit, elle parle de nos problèmes à haute voix. Je dis, mais celle-là va me faire la honte. Et ce qui était bizarre, c'est que la police, le commissariat est juste à côté de mon appartement. Donc, si tu as un petit problème, les policiers vont débarquer. Et je me suis dit, ah, la fille là, elle risque de m'entraîner de m'entraîner les problèmes. Je devrais mettre fin à la relation. Les amis, je vais vous parler là de quand je suis allé chercher du boulot. Mon oncle avait son ami milliardaire qui avait des restaurants. Alors, il contacta la personne et lui dit, non, j'ai mon neveu, cela fait 4 mois qu'il est ici, il faudrait qu'il commence à travailler. Et le gars lui dit, non, venez me rendre visite. Lorsque on est allé voir le gars me dit, bon, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais faire? C'est pour ça que je vous dis, aux États-Unis, on pose toujours la question de savoir ce que tu sais faire. Par quels sont les diplômes que tu as eus? Qu'est-ce que tu sais faire? Chez nous, en Afrique, c'est qui t'a envoyé? Qui va poursuivre? Qui va maintenir ton dossier ici? Qui va jeter un coup d'œil? Qui va protéger ton dossier? Est-ce que tu as un parent? Mais ici, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Et vous imaginez un peu la réponse que j'avais donnée au responsable du restaurant. Je lui dis, non, je suis professeur d'anglais. Le gars commence à rire, me dit, non, professeur d'anglais, tu vas servir à quoi ici? Tu es certainement au mauvais endroit. Bon, j'ai besoin des gens qui
savent jouer avec de l'huile, qui savent jouer avec du poisson et des ailes. Donc celui qui peut mélanger, qui peut résister à l'huile et au poisson, c'est lui dont j'ai besoin ici. J'ai dit, mais essayez de faire quelque chose. Moi, je n'ai aucune autre qualification si ce n'est les qualifications sur le plan, sur les qualifications théoriques, sur l'anglais. Je suis spécialiste en civilisation et littérature américaine. Il me dit, ça ne sert pas ici. Ça ne sert pas ici. Il me dit, bon, je vais t'envoyer en cuisine. Je vais t'envoyer en cuisine. Tu vas aller te balader et discuter avec de l'huile. Les amis, dans le prochain épisode, je vais vous dire comment j'avais commencé mon premier boulot et comment j'avais continué ma chasse à la petite qui devait partager ma vie.